Gars, tu peux continuer. Moi, je voulais seulement, je voulais seulement attirer l'attention des gens sur le fait que ici, on voit le SDF en train de faire quelque chose, alors que, alors que presque 10 ans avant, ils avaient déjà signé, scellé l'alliance avec le RDPC. Ok, nous sommes toujours au samedi 23 février dans la chronologie. La situation dégénère. Des jeunes du quartier, échaudés par la brutalité des forces de l'ordre, érigent des barricades, incendient des pneus sur la chaussée. Les forces de l'ordre ouvrent le feu. L'embrasement spontané de ce quartier populaire de Douala tourne à l'émeute durant la nuit avec, outre la multiplication des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre, des pillages de commerces et des destructions par incendie de véhicules et d'édifices. Entre parenthèses, station-service, essence, kiosque du Paris Mutuel Urbain Camerounais PMUC. Les tirs à balles réelles des forces de police font 3 morts et de nombreux blessés. Un certain nombre de personnes sont également arrêtées. Ça, ce sont les événements du 23 février, le samedi 23 février. Le dimanche 24 février, la situation reste tendue à Douala, mais aucune violence n'est signalée à part quelques coups de feu entendus près de l'aéroport. Parallèlement au mouvement politique de lutte contre la modification de la Constitution, un mouvement social avec des revendications économiques se met en place dans la même période. Pour protester contre l'augmentation du prix du carburant, des syndicats de transporteurs appellent à la grève générale. Le lundi 25 février, le mot d'ordre de grève générale est massivement suivi. Dans les principales villes des 5 provinces du centre, du littoral, du nord-ouest, de l'ouest et du sud-ouest, aucun taxi, mototaxi et bus interurbain ne circulent. Craignant d'éventuels débordements, les particuliers laissent leurs voitures à l'arrêt. Les rares personnes qui se hasardent à conduire sont stoppées. Dans plusieurs cas, des véhicules privés sont endommagés voire incendiés. En raison de l'absence de transport, la majorité des services et des commerces restent fermés, de même que les écoles, collèges et lycées. Profitant de la grève générale des transporteurs, une grande partie de la population provenant des couches sociales démunies, dont de nombreux jeunes, descendent spontanément dans les rues des quartiers populaires pour exprimer son ras-le-bol et son espoir d'un avenir meilleur. La grève se mue alors en un vaste mouvement de revendication sociale. Aucune organisation politique ou syndicale ne semble alors maîtriser le mouvement de contestation. Les villes sont totalement paralysées. Des Attends marches un peu massives. d'abord. Attends un peu Ok. avant de continuer. Mhm. Relis la phrase que tu viens de lire là. Aucune organisation politique ou syndicale ne semble alors maîtriser le mouvement de contestation. Ça veut dire quoi? Réponse simple, ils ont mis tout parti politique de côté. Ouais. Non, ça veut dire que le mouvement ne venait même pas de bas. Non, c'est pour vous faire comprendre que même au Cameroun, pour qu'il y ait ce qu'il y avait eu là, c'est parce que les gars n'avaient pas compté sur les partis politiques. S'ils avaient compté sur les partis politiques, ça devait s'arrêter le 13 février. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Très d'accord. Voilà. Continue. Ok. Aucune organisation politique ou syndicale ne semble alors maîtriser le mouvement de contestation. Les villes sont totalement paralysées. Des marches pacifiques se constituent un peu partout. Des attroupements se forment au carrefour des grands axes. Des jeunes brandissent des pancartes portant des slogans divers.
Deux points. Touche pas à ma constitution. Bia doit partir. Halte à la vie chère. Des barricades sont dressées dans de nombreuses rues et des pneus ainsi que d'autres matériaux sont brûlés sur la chaussée. Des magasins sont forcés de fermer. Les rues sont également prises d'assaut par des jeunes pilleurs et casseurs. Profitant de la paralysie des villes, ils s'attaquent au commerce. À Douala, petite note d'abord avant de continuer. Selon les autorités, 31 villes ont été touchées par les manifestations. Province du centre, Yaoundé. Province du littoral, Douala, Konsamba, Banga, Melon, Djombe, Penja et Loum. Province du nord-ouest, Bamenda, Kumbo, Santa, Kambe, Ndop, Bali, Bengui et Batibo. Province de l'ouest, Bafoussam, Tchang, Bafang, Kekem, Bouddha et Fumbot. Province du sud-ouest, Boya, Limbe, Muyuka, Tiko, Ekona, Moya, Ombe, Mutengene et Kumba. Ok. À Douala, des milliers de contestataires manifestent de manière incontrôlée. Des barricades sont dressées dans de nombreuses rues et des pneus et autres matériaux sont brûlés sur la voie publique. Les entrées de la ville vers Yaoundé et vers l'ouest sont impraticables. Le pont du Vouri est bloqué par les manifestants. Le mouvement au départ pacifique connaît des dérapages et des scènes de violence. Plusieurs véhicules de particuliers sont endommagés pour avoir essayé de circuler. Plusieurs magasins restés ouverts sont saccagés. En différents endroits de la ville, la police intervient avec des camions lance-eau et des gaz lacrymogènes pour essayer de disperser les manifestants. Les manifestants répliquent par des jets de pierre. Les manifestations se transforment alors en bataille rangée entre forces de l'ordre et jeunes protestataires. Face aux jets de pierre, les forces de l'ordre tirent à balles réelles. Dans certains cas à bout portant. À la vue du sang, la situation se dégrade et les manifestations se transforment en de véritables émeutes urbaines. De nombreuses scènes de pillage et des actes de vandalisme se multiplient dans tous les quartiers de la ville, excepté dans le quartier administratif de Bonanjo et au port, qui restera sécurisé tout au long des événements. Dans le quartier d'Akwa, les bandes de plusieurs centaines de jeunes armés de pierres et de gourdins s'attaquent à des établissements privés. Des magasins, boulangeries, pharmacies, hôtels, restaurants, stations-service sont saccagés et pillés. Le kiosque du Paris Mutuel Urbain Camerounais (PMUC) les kiosques du Paris Mutuel Urbain Camerounais (PMUC) sont particulièrement visés. Des édifices administratifs sont incendiés. Dans le 5e arrondissement, la sous-préfecture, la mairie et le centre divisionnaire des impôts sont saccagés puis incendiés par les manifestants. Les services de la SNEC, défunte, celle avant Kamwata, entreprise de distribution d'eau et de AES Sonel, Ineo qui l'a remplacé, entreprises de distribution d'électricité sont attaquées et vandalisées. À Bonabéry, une vingtaine de gendarmes sont séquestrés, tabassés et délestés de leur uniforme. Des renforts militaires sont envoyés de Yaoundé et Koutaba afin d'appuyer les policiers et gendarmes sur le terrain. En fin de journée, les forces de sécurité reprennent le contrôle des principaux carrefours et artères de Douala et multiplient les contrôles d'identité et les arrestations. La ville de Douala est alors bouclée et quadrillée par les forces de l'ordre, dont des troupes d'élite de combat
qui n'hésitent pas à tirer sur les personnes qui se trouvent à proximité des lieux où il y a eu des pillages ou des actes de vandalisme. Cela n'empêche toutefois pas les pillages durant la nuit. Avant de continuer, une petite note. Le lundi 25 février 2008, dans un communiqué publié dans le quotidien Cameroon Tribune, le ministre de la Communication, Jean-Pierre Biiti Biessam, condamne les violences du 23 février, déplore les dégâts occasionnés par ces actes irresponsables et dénonce fermement ceux qui exploitent la naïveté des jeunes. Donc, il dit que les gens exploitent la naïveté des jeunes. Vous voyez la manipulation, non? Paul Biya, pour modifier la constitution, a dit que les gens lui ont demandé, l'ont même supplié. Le pays là. Hein. Continue, gars. À Yaoundé, quelques incidents marginaux opposent les transporteurs grévistes aux forces de l'ordre. À Kumba, aucun véhicule ne circule au matin. Toute la ville est bloquée par des barricades, contrôlée par des troupes de jeunes gens. Toutes les boutiques de commerce sont fermées. Seuls les piétons circulent en ville. Dans l'après-midi, les manifestants brandissent pour certains des pancartes avec des messages anti-Paul Biya. Biya is old and tired. Biya must go. Constitutional change only over our dead bodies. Les divers cortèges de manifestants se dirigent vers Fiango où ils se rassemblent à proximité du dépôt de la Société des brasseries du Cameroun afin de se ravitailler en boissons. Les forces de l'ordre dispersent alors les manifestants par des tirs de gaz lacrymogène. S'ensuivent des affrontements violents entre gendarmes et manifestants. La brasserie est pillée puis brûlée. Au moins une femme meurt sous les débris du bâtiment. Durant toute la nuit, forces de l'ordre et manifestants s'affrontent. Policiers et gendarmes ouvrent le feu à plusieurs reprises et blessent plusieurs personnes. Dans la journée, les violences atteignent également Bafoussam et Boya. La ville de Boya est ainsi le théâtre d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants armés de pierres qui ont dressé des barricades. Des pillages y ont également lieu. L'université de Tchang est le théâtre de protestations. Un élève est tué par balle aux abords du campus universitaire. Plusieurs bâtiments et voitures sont incendiés. D'importants dégâts matériels sont à déplorer à Bafang. Tous les kiosques appartenant au PMUC sont détruits. La permanence du RDPC et 2 stations essence Total sont incendiées. Le feu mis au palais de justice est vite maîtrisé. À Kekem, tous les kiosques appartenant au PMUC sont détruits. À Bafou, des dégâts importants sont enregistrés dans l'entreprise agroalimentaire EPA. La répression est très violente. On parle d'exécutions sommaires dans les plantations. À Bouddha, Baonté, Fumbot, Banjoun et Baham, les émeutes sont vite maîtrisées. Heureusement, à l'époque là, on n'avait pas besoin de la voiture de Fosokon pour partir. Dans la soirée, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement accuse le SDF d'être derrière les mouvements de Douala et de Bamenda. Cette intervention fait monter la tension car la population attendait davantage des mesures d'apaisement que des actes d'accusation. Remember, those events took place in one day. Lundi 25 février. Tout ce
tout ce que nous avons lu se passait en une seule journée. Mardi 26 février. Après une nuit relativement calme à Douala au cours de laquelle des pillages se sont toutefois poursuivis dans certains quartiers, les manifestations et les violences qui les accompagnent reprennent de l'ampleur, notamment dans les quartiers de Bepanda, Grand Moulin, Lokpom, Makepe, Bonamoussadi, Bonaberi, Ndokpassi. Les commerces et marchés restent fermés, à part 2 boulangeries protégées par des militaires en armes. Les avions devant atterrir à Douala sont déroutés sur Yaoundé. Le port de Douala est à l'arrêt. Des commerces, des stations, services et des symboles des intérêts français, entre parenthèses, boutique Orange, kiosque PMUC, sont détruits. L'entreprise Sidem, située au niveau de l'échangeur de l'aéroport de Douala, est attaquée par les émeutiers et subit d'énormes dégâts, incendie de plusieurs camions neufs et d'autres matériels de travail. Des portraits de Paul Biya sont maculés en plusieurs endroits de la ville. Au campus de l'université de Douala, des manifestants demandent le départ de Paul Biya et du recteur de l'université. Des contingents militaires supplémentaires arrivent depuis l'intérieur du pays pour prêter main forte aux forces de l'ordre débordées. L'usage des armes à feu devient systématique et la répression prend de l'ampleur. Petite note, de nombreux Camerounais considèrent la France comme étant responsable en partie de leur misère du fait de son soutien continu au régime du président Paul Biya. Donc, c'est pour vous expliquer les casses répétées sur les kiosques du PMUC. Et en ce qui concerne le PMU, Colonel vous l'a expliqué hier dans l'envers de la dette, la relation avec la mafia corse et Charles Pasqua. Donc, il faut relire le livre ou réécouter son direct. Nous sommes toujours le 26 février. À Yaoundé, la grève des transporteurs est massivement observée pendant que les syndicats de transporteurs négocient avec le gouvernement. Pour la première fois dans l'histoire des mouvements sociaux au Cameroun, la capitale politique est paralysée. Par mesure de précaution, les commerçants ferment leurs établissements. Des manifestants portent des pancartes indiquant « Touche pas à ma constitution » et dénoncent la vie chère. Des barrages sont érigés dans certains quartiers périphériques et des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre sont signalés durant toute la journée et pendant la nuit. Des installations du PMUC et un centre des impôts sont attaqués. À Kumba, des barricades sont érigées sur toutes les routes. Plusieurs bâtiments administratifs, centres des impôts, trésorerie, urbanisme, affaires sociales sont pillés. Ordinateurs, chaises, mobilier, puis brûlés. Les stations essence et leurs boutiques sont également ciblées, de même que les kiosques du PMUC. Les émeutiers prennent rapidement le contrôle de la ville. Les forces de l'ordre se barricadent alors dans leurs bâtiments. Depuis le commissariat de police, les policiers tirent à balles réelles pour éloigner les manifestants. 2 personnes sont tuées. Le bâtiment est en partie brûlé par la foule. L'arrivée de la pluie calme les ardeurs des émeutiers et met un terme aux violences de la journée. Quelques échauffourées sont signalées au cours de la nuit. Durant la nuit, des militaires arrivent en renfort depuis Douala et Boya. Toutes les activités sont à l'arrêt à Boya, Bafoussam et à Bamenda, où des violences ont cours. L'agitation sociale gagne également Fumban, Loum, Tchang, Bangante, Limbe,
qu'on s'en bat. Pas de circulation automobile, attroupement, barricades, fermeture des boutiques. Tu vois, attends un peu, tu vois ici en 2008, avec ce qui s'est passé à Yaoundé là, à la date du 26 février, tu vois que s'il y avait des gens qui s'étaient référés aux événements de décembre 1956, ils auraient pu renverser Paul à ce jour-là. Parce que si les renforts n'étaient pas venus de Douala et de Bouya, il y a, les forces, les Yaoundé ne pouvaient pas contenir les émeutiers. Tu vois un peu? Oui, C'est pour ça qu'en 56, qu'est-ce que ces gens avaient fait? Quand ils évoluaient, ils cassaient les ponts. Ils détruisaient les ponts. Quand c'est comme ça, si c'est bien préparé là, les gens explosent le pont, mon frère. On n'a rien à cirer. Les petits ponts, qu'est-ce qu'il y a entre Douala et Yaoundé là? On casse tout ça. S'il y a un passage qui quitte de Boya pour Douala, on détruit ça. C'est comme ça. Ça fait que, en tout cas, le Cameroun n'a même pas assez de l'écho pour acheminer les soldats. Donc, c'est comme ça. Yaoundé devait tomber, gars. Continue. dans la soirée, les représentants des syndicats de transporteurs acceptent l'arrêt de la grève. Après que le gouvernement a consenti une baisse de 6 francs CFA, moins d'1 centime d'euro, du prix de l'essence lors des négociations. Ils appellent à la reprise du travail pour le lendemain. Tu écoutes ça? Tu écoutes ça? Relis encore ça, voir. Dans la soirée, les représentants des syndicats de transporteurs acceptent l'arrêt de la grève après que le gouvernement a consenti une baisse de 6 francs CFA, moins d'1 centime d'euro, du prix de l'essence lors des négociations. Tu Ils vois ça? appellent à la reprise du travail pour le lendemain. Tu vois ça? Donc, ah, franchement, hein. Moi, je dis que ça, c'est de l'imbécilité à l'état brut. Non, c'est d'abord de la traîtrise. C'est pour ça que ces choses-là, si vous dites que non, vous voulez compter sur des groupes de ci, des groupes de ça, en fait, ces gens-là, à tout moment, ils sont prêts à vendre. À tout moment, ils sont prêts à vendre. Donc, il faut se préparer en conséquence de telle manière que si les syndicats de transporteurs va se faire sudoyer là-bas par le régime, dès qu'ils lancent le travail, là, c'est tout leur véhicule, c'est tout leur camion, tous leurs véhicules que vous brûlez d'abord. C'est comme ça, c'est ce qui s'était passé en 1945. Septembre Ben, 45, c'est ça. dernièrement, en 2025, ça s'est passé. Le syndicat des camions a fait grève, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas de quoi il en retourne. Ouais, c'est ça. Parce que quand ils font ça, vous avez l'impression qu'ils sont avec vous, alors que parfois même, mais ils sont même seulement là comme ça, qu'ils sont plutôt même des infiltrés, gars. Parce que des décisions comme ça tue tout le combat. Effectivement, Colo. Parce que il ne faut pas oublier dans la chronologie, ils ont lancé le mot d'ordre de grève la veille, le 25 février, lundi. Oui. C'est ça qu'il faut pas perdre de vue. Ils ont lancé ça le 25 février, lundi 25 février, le mot d'ordre de grève. Et déjà le mardi 26 février, dans la soirée, ils lèvent le mot d'ordre. Ils lèvent le mot d'ordre. Alors que les choses ont commencé depuis le 13 février. Depuis le 13 février. Euh, c'est comme ça qu'on infiltre, les mouvements. Vous êtes là, vous dites que syndicat des transporteurs, on a causé avec les transporteurs, machin. On fait toutes ces histoires-là. C'est pour ça que moi, toutes ces histoires-là, je ne peux pas compter sur eux. Ils se joignent à la lutte. C'est une bonne chose. On ne veut pas savoir qui est qui. Dès que vous commencez dès que vous prenez une position qui est contraire au combat que nous menons là, on s'attaque d'abord même à vous avant de continuer. C'est comme ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai.
Les maires d'arrondissement de Douala lancent un appel au calme. Les évêques du Cameroun, à travers la voix du cardinal Christian Toumi, invitent les Camerounais au dialogue. Le gouverneur de la ville de Douala exige de certaines stations-service et pharmacies qu'elles ouvrent à nouveau sous la protection de l'armée. Dans le même temps, plusieurs chefs traditionnels proches du RDPC dénoncent le soulèvement populaire et appellent à une répression plus forte contre les manifestants. Tu vois ça? Donc, Chef, toutes ces institutions-là travaillent pour le régime. chef traditionnel, mon cul. Je relis cette partie. Dans le même temps, plusieurs chefs traditionnels proches du RDPC dénoncent le soulèvement populaire et appellent à une répression plus forte contre les manifestants. Nous sommes là à Douala. Hein, les parents des Limbilobé. Parce que d'après eux, les manifestants là sont les envahisseurs, ils ne sont pas les Douala. Il faut aussi rappeler que dans l'interview du Kosu Koujou, il a lui-même dit que lors de ces manifestations-là, il a recommandé le calme. Lui-même, il avait recommandé le calme. Oui, ben, il avait dit ça. Les jeunes sont venus le voir. Il avait dit Colo. Tu vois, si c'est moi qui dis ça, on va dire que j'ai un problème contre lui. Les voilà, les traîtres. Avec ses amis, les Chop Baham. Le Cameroun, ah non, le Cameroun, la gars. S'il y a une guerre civile là-bas, ce sera la plus dangereuse guerre civile que le monde n'a jamais connue. Parce que déjà même au quartier là, tu auras même plus d'ennemis que chez le village voisin. Ça, c'est... Continue seulement. Ouais. La balistique, tu as anticipé sur la lecture. Je continue. Il demande dans des messages aux relents xénophobes que, ouvrons les guillemets, les émeutiers aillent manifester chez eux. Fermons les guillemets. Au cours de cette journée, de nombreuses personnes sont tuées par balle, notamment à Loum, où on dénombre 6 jeunes tués. Mercredi 27 février, la levée du mot d'ordre de grève n'est pas suivie par la base, qui considère la concession faite par le gouvernement comme très insuffisante. La grève continue. Malgré la réouverture de quelques boulangeries sous protection militaire et le déploiement de patrouilles mixtes armée-police, la ville de Douala reste paralysée et des scènes de violence et de pillage se déroulent dans divers quartiers. À Bonaberi, l'usine Simencam, productrice de ciment, est attaquée. À Bonapriso, quartier chic, des échauffourées sont signalées durant la matinée. On observe d'autres points chauds au carrefour des deux églises dans la vallée Bessengue et au lieu dit Shell Newbel. Mais l'élément le plus marquant est la répression sanglante d'une marche pacifique de milliers de jeunes de Bonaberi sur le pont du Vouri. Un certain nombre de jeunes meurent par noyade ou sous les balles des forces de l'ordre. Un couvre-feu est décrété dans la ville de Douala de 18h à 6h du matin. En début de matinée, les taxis circulent à Yaoundé. Mais à partir de 9h, des manifestants occupent les rues, dressent des barricades, incendient des pneus, arrêtent la circulation et ferment les boutiques de force, y compris au marché central. Les forces de l'ordre interviennent en tirant à balles réelles et en lançant des grenades lacrymogènes, notamment depuis un hélicoptère. Une marche pacifique vers la présidence de la République est violemment réprimée
et la capitale politique est à son tour quadrillée par les militaires. La situation dégénère et des affrontements violents ont lieu entre la population et les forces de l'ordre dans plusieurs quartiers de Yaoundé, entre parenthèses Tinga, Mokolo, Mendong, Ngusso, Mimboman et Kounou. Après le message jugé va-t-en-guerre du chef de l'État, les étudiants envahissent le campus universitaire de Yaoundé 1. Ils sont alors brutalisés par les forces de maintien de l'ordre et de défense. Des barricades sont érigées dans les rues, y compris sur les voies d'accès menant au palais présidentiel. Il s'ensuit des arrestations massives. Dans la matinée, la circulation routière reste bloquée à Boya. Des affrontements se poursuivent dans les quartiers populaires. Les forces de l'ordre tuent un jeune par balle dans la localité de Moya. À Bamenda, la situation reste bloquée, entre parenthèses, absence de moyens de transport, magasins fermés et rues barricadées par les jeunes. La mairie est attaquée et brûlée. La voiture du délégué du gouvernement subit le même sort et une école appartenant à son épouse est en partie saccagée. D'autres bâtiments sont attaqués et incendiés. La tribune officielle des défilés et des festivités publiques, le bureau des impôts, les locaux AES Sonel, le dépôt des brasseries du Cameroun. En Konsamba, au matin, des éléments du groupement mobile d'intervention, GMI, troupes d'élite de la police, tirent sur un rassemblement de jeunes. 2 personnes sont tuées, de nombreux autres sont blessés. À Bafoussam, les jeunes tiennent des barricades dans presque tous les quartiers de la ville. 2 points, Toungan, Thioville, Tamja, Djeleng, Nilong, Banengo, Carrefour TPO, bloquant ainsi la circulation. Les forces de l'ordre tentent de les déloger et de violents affrontements ont lieu. Les forces de l'ordre répondent aux jets de pierre par des tirs à balles réelles. 5 jeunes sont tués, entre autres Tanto Emmanuel, 25 ans, et Momo Elvis. Au cours des affrontements, plusieurs véhicules, dont ceux du préfet de la MIFI et du sous-préfet de Bafoussam Premier, sont endommagés. Des établissements privés sont également pillés, notamment un magasin Orange et l'antenne PMUC situés tous deux au carrefour Auberge, ainsi que 2 boulangeries. À Tchang, la circulation reprend progressivement. Commentaire avant que je ne continue. Non, je voulais juste lire la partie où on dit que dans toutes les localités concernées par les violences, les autorités administratives et les dignitaires du RDPC mobilisent les élites entre guillemets et les chefs traditionnels pour les amener à contenir les populations afin d'éviter de nouvelles manifestations. Donc, il y a les gens qui ont toujours participé à l'échec de la révolution au Cameroun ce sont ces gens-là. Ces prétendus élites et chefs traditionnels, des usurpateurs comme ça, des imposteurs. Oui. Quand nous avons écouté à Douala comment les chefs se sont manifestés. Et même la balistique l'a dit. Certains chefs à l'ouest ont appelé au calme. Et ça dit tout ce que tu as lu, Colo. Ça résume tout. Le pays là, si vous voulez rester des esclaves à vie, continuez à lécher le cul de vos chefs. Ok, nous arrivons à une autre étape. Intervention radio-télévisée du chef de l'État. Un discours qui envenime la situation.
Nous sommes toujours au mercredi 27 février. Le mercredi 27 février à 20 h, le président Paul Biya sort de son silence en prononçant un discours musclé de 5 minutes à la télévision. Le chef de l'État, après avoir évoqué un bilan humain et matériel probablement très lourd, déclare que ce qui est en cause, c'est l'exploitation, pour ne pas dire l'instrumentalisation qui a été faite de la grève des transporteurs à des fins politiques. Il dénonce alors de manière voilée un complot de l'opposition visant à le renverser. Selon lui, je cite, « Pour certains, l'objectif est d'obtenir par la violence ce qu'ils n'ont pas eu par la voie des urnes, c'est-à-dire par le fonctionnement normal de la démocratie. » Tu comprends ça? Mets un peu une pause. Est-ce que tu comprends? Mais c'est quoi ça, est-ce que tu comprends ce que tu viens de lire là? C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai envoyé d'abord dans Chronobase pour aller voir ce qui s'était passé en 97. Tu comprends? Mais comprends le discours du chef du tocard qu'on appelle chef d'État. Il vient prétendre que ce sont les partis politiques d'opposition. Bon, quand il dit même les, c'est qu'il ne veut pas dire le pas, il ne veut pas pointer le doigt sur le SDF par exemple, tu vois. Il veut pas citer le nom. Mais c'est un peu comme s'il veut dire que non, que c'est le SDF qui est derrière tout ça. Alors qu'en réalité, SDF est du sang. Le SDF n'était rien dedans. 97, oui, ils ont fait le deal depuis novembre 97. Alors qu'en réalité, le SDF est même venu seulement embrouiller le mouvement pour que ça se gâte. Mais c'est eux que lui met en avant comme tête de file du mouvement. Quand il le fait à dessein, non? Il le fait. Exactement. Pour que ces gens-là captent l'attention. Non, c'est pour tuer. C'est pour tuer le combat que le peuple souverain a mené. Oui. Et prétendre qu'ils étaient manipulés. Et pour pouvoir, et ainsi, je pense que c'est aussi un moyen d'attirer l'attention des incrédules, dans le sens où ils se disent que ce sont les partis politiques d'opposition qui commettent, enfin, qui ont ce genre d'idées pour pouvoir renverser le régime. Pourtant, ce n'est pas les partis politiques qui sont les précurseurs du mouvement. La balistique a été expliquée hier avec Robert Greene, l'art du timing. Voilà. Parce qu'il y a forcément des incrédules à l'intérieur qui ne sont pas au courant des accords de 97 et tout, et qui sont à l'intérieur parce qu'ils se disent que les partis politiques, d'une certaine manière, agissent dans le mouvement. Et lui, c'est le moment de pouvoir démobiliser. Très peu, parce que la démocratie a pesé. Colonel l'a déjà lu ici, c'est dans le livre Noir Silence. La démocratie a pesé du Togo au Cameroun. C'est un concept de Chirac qui amène les partis, il fait brièvement, qui amène les partis d'opposition à s'asseoir à la table du pouvoir. Voilà, la démocratie a pesé. Donc, on les envoie comme des épouvantails vers qui on peut pointer ce qui ne va pas dans la société et les instrumentaliser. Eux, en retour, jouent le jeu du pouvoir et maintiennent le statu quo. Exactement. Et son discours peut être décrypté dans plusieurs sens. Dans le sens où, justement, il jette le dévolu sur les partis politiques comme étant les principaux protagonistes ou instigateurs du mouvement. Mais par la suite, l'idée aussi derrière le discours est de montrer que normalement, principalement, ce doit être eux qui sont instigateurs de ce genre de mouvement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez assister dans l'inconscient collectif des Camerounais, vous allez assister à une observation dans l'inconscient collectif des Camerounais, c'est que les partis d'opposition, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui doivent nous aider à chasser Biya. Tu vois un peu? On introduit ce style de narratif-là pour
pour déresponsabiliser le citoyen camerounais, d'une certaine manière aussi. Autant Donc, c'est un discours très ciblé. 18 ans plus tôt, les jeunes, certains qui sont nos aînés, avaient compris qu'il fallait les mettre de côté. Et avant eux, en 56, c'était la même chose. Donc, tant que les mouvements sociaux mettent de côté ces partis politiques et autres acteurs appelés leaders, nous voyons le résultat. C'est pour ça qu'il a fait exprès d'introduire cette partie prenante-là dans son discours. Ça faisait Justement. partie du deal en 97 à la table proposé par Chirac, le concept de démocratie apaisée. Ça fait partie du deal. Oui, oui, c'est ça que je dis que ça faisait partie du deal. Et le deal était que ces partis d'opposition-là doivent assurer la captation des personnes qui sont contestataires. Mais On dit laisser monter un peu la contestation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les partis politiques vont contester. Généralement, c'est même le parti au pouvoir qui va leur donner la feuille de route. Voici ce que vous devez dire. Voici les slogans que vous devez présenter. Voici les discours que vous devez tenir. On va vous laisser contester. On va laisser monter la contestation jusqu'à un certain niveau. Et quand on va tuer ça, ça va mourir une fois parce qu'on va se dire que, OK, ceux qui avaient lancé se sont retirés. Donc, ça s'arrête. Exactement. Or, c'est impossible de faire ça avec la population parce qu'on ne contrôle personne, personne dans la population. On ne contrôle pas qui fait quoi dans la population. C'est ça le problème des partis politiques, parce que quand on enlève le leader, le mouvement s'éteint. Donc voilà pourquoi le SDF vient prendre l'avance le 13 février pour tuer les trucs dans l'œuf. Ça avait commencé début février, tout courant février. Ça n'a pas marché. Moi, ma soeur a dit, arrêtez les bêtises. Nous, on vous connaît avec ça. Nous, on connaît vos plans. Et moi, je peux dire que la sortie du SDF, c'était un prélude, ou bien c'était fait à dessein pour la sortie future du président Biya, là où il va pouvoir effectivement confirmer la captation des revendications du peuple par les partis politiques. C'est ça son but du discours même. C'est de dire à la tête de cette contestation, voilà la personne qui est à la tête. Parce que par la suite, si on met quelqu'un à la tête et que les personnes sont sûres ou bien les personnes acceptent que c'est ces personnes-là qui sont à la tête, si eux, comme tu as dit, sont écartés, le mouvement est totalement dissous. C'est exactement le but de ce discours-là. Le but était d'écarter les vrais contestataires et de mettre à la place des faux contestataires. Par la suite, on connaît que ces contestataires-là ça va pas faire long feu. C'est pour ça que en fait, c'est ça le plan même de 2020, de février. Le plan de février était de remettre les partis politiques au centre de la contestation au Cameroun. Parce qu'après 2008, là, vous avez vu que tout le monde a recommencé. Que font les partis politiques d'opposition? Que font les partis politiques d'opposition? Pourtant, la contestation en 2008 ne concernait même pas de partis politiques, comme on a vu là. Quand on dit les émeutes de la faim, les grèves et tout ça là, les gens occultent toujours l'implication des partis politiques parce que justement, ils n'étaient pas impliqués. Mais les gens oublient que c'est ça qui a permis un certain mouvement social au Cameroun. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Évoluons. Je ne te comprends pas. Tu expliques, je ne te comprends plus. Tu dis quoi? Non, je suis en train de dire simplement que le discours même, le but même du discours était de mettre les leaders de la contestation factices. Quand il a dit les apprentis sorciers, et après quand il dit les partis politiques et tout, directement il a nommé son ennemi et par ricochet les principaux leaders de la contestation. Pourtant, ce n'étaient pas eux les leaders de la contestation. Mm-hmm. Et ça a pour but, dans l'inconscient collectif des Camerounais, de donner une place phare aux partis politiques d'opposition, alors qu'ils ne méritent même pas cette place phare-là dans la contestation. En fait, c'est ça que je suis en train de redire la même chose que tu dis d'une autre manière. Ah, ok. Tu comprends donc, avant de continuer la balistique, ce que j'ai expliqué hier avec quelques lois du pouvoir. Oui, le timing. Exactement. L'effet de timing.
Continuons. Pour certains, l'objectif est d'obtenir par la violence ce qu'ils n'ont pas eu par la voie des urnes, c'est-à-dire par le fonctionnement normal de la démocratie. Les apprentis sorciers qui, dans l'ombre, ont manipulé ces jeunes ne se sont pas préoccupés du risque qui leur faisait courir en les exposant à des affrontements avec les forces de l'ordre. Le président conclut son discours en assurant que le Cameroun entend bien rester un état de droit. Le désordre ne peut apporter que malheur et misère. Tous les moyens légaux dont dispose le gouvernement seront mis en œuvre pour que force reste à la loi. Fin de citation. Et Atanga, j'avais écrit ça dans un cahier. Effectivement. Il passe sa vie à répéter. Et conneries. Franchement, hein, la traîtrise au Cameroun, c'est quelque chose quand même. There are too much betrayals in Cameroun. Too much. Je sais même pas c'est quoi le problème des chefs Douala. Je sais même pas c'est quoi leur problème au Cameroun là. Est-ce qu'ils sont trop... Ils bénéficient trop du système? C'est quoi? C'est un problème de quoi? Qu'est-ce qui les dérange même généralement? Qu'est-ce qui les dérange même? Non. Sans langue de bois. Laissons les histoires à côté. Qu'est-ce qui les dérange sérieusement? En 2025, ils ont tenu le même discours. Oui, après le passage de Lémi Lobert sur une chaîne de télévision, et après on a sorti une lettre des chefs d'Ola qui disait qu'elle allait faire ça chez vous. C'est le tribalisme. Non. C'est le tribalisme. Depuis des années, le colon a instrumentalisé les régions Douala, les régions Sawa avec le tribalisme, en leur expliquant comme quoi c'est eux qui sont les dépositaires même du Cameroun. C'est avec eux qu'on a traité en premier lieu au Cameroun. Et bon, ils ont une certaine suprématie sur les autres peuples. Et malheureusement pour eux, on a mis la capitale économique dans leur région. Donc, ils souffrent d'une pression sociale énorme. Et je pense que tous les narratifs qu'on a mis derrière. On n'a pas mis la capitale économique. On n'a pas mis la capitale économique dans leur région, non. Ils sont venus trouver la capitale économique là-bas. Ils n'étaient pas les premiers habitants de cet endroit-là. Ils sont venus trouver... on n'a pas creusé un endroit pour que l'eau coule quand les Douala étaient installés. Non. Ils ont traversé l'autre rive, ils sont venus trouver que les gens habitaient là-bas et l'endroit était déjà comme ça. C'était déjà un endroit stratégique. Un pôle économique. Oui, pour tout ce qui peut être... en tout cas, tout ce qui repose sur l'économie. Ouais. Puisqu'à l'époque, on parlait beaucoup plus dans le sens du commerce. Sincèrement, moi, je ne sais pas comment expliquer la façon de ces jeunes. C'est même quoi cette histoire? Mais franchement, ce pays-là, faudrait qu'on dise la vérité aux gens qui sur ça une fois. Hein. Fatigue les gens, mon frère. Il faut le dire aussi, les chefs Douala c'est des traîtres. Non, mais est-ce qu'ils sont seuls? Ce qui dérange chez eux, c'est qu'ils disent qu'elle allait faire ça chez vous. Mais là où on vous dit, le chez vous où on dit là, quand vous arrivez là-bas, il y a encore un tas de traîtres. C'est à l'ouest qu'il n'y a pas de traîtres. Ils sont remplis là-bas. Un tas de traîtres. Chef traditionnel, mes fesses. Yeah. Ok. Progressons. Si l'intervention de Paul Biya a montré la volonté du président de reprendre le contrôle de la situation par la force et de chercher les boucs émissaires dans l'opposition, elle n'a apporté aucune réponse ni mesure ni promesse aux problèmes concrets posés par la population au cours de ces journées de manifestation. Rien sur le problème de la réforme de la Constitution, sur la cherté de la vie, sur la hausse des prix et sur le chômage chronique des jeunes.
La déception est grande au sein de la population. Le discours est perçu par beaucoup comme une déclaration de guerre aux jeunes manifestants. À peine le discours terminé, un grand nombre de militaires fortement armés prennent position dans les rues des grandes villes. Même les unités spéciales comme le GSO, ISIR et le BI sont mobilisés sur le terrain. Des chars sont déployés à Yaoundé. Des hélicoptères tournent dans le ciel. La gestion des émeutes urbaines prend dès lors l'allure d'une guerre contre-insurrectionnelle et les manifestants sont dorénavant considérés comme des ennemis de l'État. Voilà le comportement d'un homme que ses oeuvres, comment je vais dire, ces créatures se baladent sur les plateaux télé pour dire qu'il faudra retenir de lui qu'il avait apporté la démocratie au Cameroun. Quelqu'un que son nom est cité parmi les coupeurs de tête que le monde n'a jamais connu. Ce type-là, sérieusement, je ne sais pas comment, mais moi, si on annonce un jour qu'il est mort du mort naturel, moi, ça va plutôt m'énerver. Ce qui est choquant aussi, c'est de voir à quel point la population a été zombifiée. Parce que le passage que tu viens de dire là est extrêmement choquant. Parce qu'il y a déjà des personnes qui m'ont raconté ça, où l'hélicoptère ne déposait même pas les gendarmes pour qu'ils puissent contenir la manifestation, mais ils restaient dans les airs et ciblaient les gens de balles. Ils tiraient à vue en haut des hélicoptères. Ça, c'est une scène digne des films d'action là où on est en train de, je ne sais pas, réellement de vouloir stopper une insurrection armée. Mais ça ne te dit rien, ça ne te rappelle pas de l'histoire que je vous avais racontée sur moi-même. Oui, tu as pu raconter. Effectivement, On voit qu'il y a une forme de banalisation de la violence étatique au Cameroun. C'est depuis un hélico qu'un tireur d'élite avait perforé le ventre de mon cousin. Comme ça, il est tombé devant moi sur mes pieds. c'est triste, c'est vraiment triste. Progressons. Alors que le chef de l'État demeure le garant de la paix sociale, de la sécurité des biens et des personnes, son discours crée au sein des forces de l'ordre un sentiment d'impunité. Les policiers, les gendarmes et les militaires se sentent dès lors investis d'une mission et libres de réprimer tout regroupement extérieur comme bon leur semble. La traque des mineurs dans les quartiers commence. 2 points. Arrestation arbitraire de jeunes, mauvais traitement sur les personnes arrêtées, détention au secret. Des forces de l'ordre profitent de la situation pour entrer de force dans les habitations et extorquer de l'argent et des biens à leurs occupants sous la violence et les intimidations. Dans la soirée, des éléments armés des forces de l'ordre attaquent le campus universitaire de Ngouaikele, au centre de Yaoundé, saccagent les chambres des étudiants et molestent plusieurs d'entre eux alors que ceux-ci ne se livraient à aucun mouvement revendicatif. Plusieurs étudiants sont interpellés. Le bilan de l'expédition punitive est d'au moins 5 blessés. De son côté, la jeunesse répond au discours par de nouveaux incendies et casses. Des incidents sont signalés durant toute la nuit à Douala et Yaoundé. Les forces de l'ordre répondent aux émeutiers par des tirs à balles réelles. Et toujours le 27 février, à Fumbot, des accrochages ont lieu. Les forces de l'ordre venues de Douala et de Boya se déploient dans le centre-ville de Kumba afin de protéger certains bâtiments. Marché central, Bissek, le tribunal de grande instance. Jusqu'à la mi-journée, la ville est calme. La plupart des barricades ont été dégagées des routes
et quelques rares véhicules privés et mototaxis recommencent à circuler en ville. Dans l'après-midi, des manifestants barricadent à nouveau les routes et bloquent les véhicules rencontrés, rendant ainsi la circulation impossible, particulièrement dans les zones Kumba 2, Fiango et Kumba 3, Mambanda. Alors qu'il n'y a pas d'émeute en cours, à au moins 4 reprises à proximité du marché central, des militaires présents dans 3 véhicules civils non immatriculés, dont un possédant une mitrailleuse légère fixée sur la cabine arrière, tirent sur des civils marchant en groupe, plus de 3 individus, de manière indiscriminée et à hauteur d'homme, occasionnant le décès d'au moins 3 personnes. Dans le même temps, depuis un hélicoptère militaire, des soldats jettent des gaz lacrymogènes et tirent à balles réelles sans avertissement en direction de groupes de personnes. Plusieurs d'entre elles sont blessées. Des soldats profitent de la situation pour harceler la population et dépouiller les passants, argent, téléphones portables, bijoux. Au moins 16 personnes, notamment Tegen John, Elise Saido, Chumnu Thomas, Ta Dorothy Andon, Babila Do Elvis, Atenge George, Mbo Napoléon, sont soignés le 27 février 2008 dans 3 centres de santé, Presbyterian Health Center, Hope Clinic et Kumba District Hospital, pour des blessures par balle, notamment 2 personnes qui se trouvaient dans un dépôt de brasserie à Fiango. Au moins 4 autres personnes sont tuées par balle à Kumba le 27 février 2008. Dans toutes les localités concernées par les violences, les autorités administratives et les dignitaires du RDPC mobilisent les élites entre guillemets et les chefs traditionnels pour les amener à contenir les populations afin d'éviter de nouvelles manifestations. Fin de la journée du 27 février. 28 février, jeudi 28 février. Les principales villes du pays sont quadrillées par les militaires depuis la veille au soir et restent sans activité. La situation reste extrêmement tendue dans la plupart des villes. À Douala, il n'y a toujours pas de circulation et les commerces restent fermés. Les quelques banques ouvertes sont placées sous haute surveillance des forces de l'ordre. Des incidents sont encore signalés dans plusieurs quartiers. À Kumba, c'est le retour au calme. Les militaires sont partout et la peur est perceptible au sein de la population. La situation est identique à Boya et Bafoussam. Des affrontements et des pillages sont à déplorer à Bamenda où plusieurs personnes sont tuées par balle. À Yaoundé, les taxis et les voitures privées ne circulent toujours pas. L'armée est positionnée aux différents carrefours de la ville pour prévenir toute situation de conflit. La tension reste toutefois perceptible dans les quartiers périphériques où des coups de feu retentissent. Mis à part le quotidien privé Le Jour et le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, aucun organe de presse n'est disponible dans la capitale. Alors que les directeurs des différentes publications sont convoqués par le ministère de la Communication, la gendarmerie investit les locaux de la radio privée Magic FM à 10h30 et confisque son matériel ainsi que les téléphones portables des journalistes. La radio arrête d'émettre. Magic FM avait eu le tort de laisser la parole à des auditeurs qui avaient fortement critiqué le discours présidentiel. Vendredi 29 février. En raison de l'intervention massive des forces de l'ordre, le calme revient dans le pays. Les villes sont sous haute surveillance des forces de l'ordre dont certains arborent des tenues civiles. Les taxis reprennent le travail et les commerces sont de nouveau
ouvert. La peur est perceptible et certaines familles se réfugient à la campagne de peur des arrestations. Fin chronologique des événements. Bona, tu as parlé de certaines exactions policières là. Moi, je voulais vraiment attirer notre attention. On a un gros problème de recrutement au Cameroun. Enfin, ils le font exprès même. Il faut constater que ils font un recrutement basé sur la personnalité de la personne. Au Cameroun, plus tu es hors la loi, plus tu apprécies la délinquance et le désordre, plus tu es susceptible d'entrer dans les forces de l'ordre. C'est même une maxime. Quand ton enfant te dépasse au Cameroun, tu le mets dans l'armée ou dans la police. Mais aujourd'hui, on voit très bien les conséquences de cette façon de fonctionner des Camerounais. Ces personnes qui sont dans les forces de l'ordre là sont devenues en 2008 nos bourreaux qui n'étaient même plus capables de se rappeler des notions qu'ils ont apprises à l'école de gendarmerie et de police. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est tout ce que tu as décrit, c'était des exactions des criminels en puissance, de manière individuelle. Parce qu'on va dire, ils respectaient les ordres et tout et tout. Mais si on observe même dans la chaîne de commandement, les ordres ne sont pas forcément de tuer. Mais eux, dans leur logique de pensée, étant des personnes à l'instinct grégaire, des personnes qui ont vraiment ces comportements malsains-là, ils s'adonnent à toutes ces violences sous le couvert de la tenue. C'est ça que les Camerounais devraient comprendre, qu'en face d'eux, la plupart du temps, dans ces forces de l'ordre, il y a des bandits, il y a des personnes qui ne mériteraient même pas d'être de simples citoyens, ils devraient être en prison. Mais comme on est dans un gouvernement sanguinaire et satrapique, c'est nécessaire qu'il y ait ce genre de personnes dans les forces de l'ordre. Parce que ce qu'on est en train de lire, si on accole ça à ce qui s'est passé en 2025, vous voyez que c'est exactement les mêmes exactions qui ont été portées à des années d'intervalle, mais c'est les mêmes exactions. Donc, les Camerounais devraient réfléchir sur la réponse à donner aux forces de l'ordre et se dire que ces forces de l'ordre-là, dans une certaine mesure, ils sont devenus des ennemis de la nation. Même s'ils portent la tenue militaire, là où il y a le drapeau du Cameroun, ce sont des ennemis de la nation. Ça, je dis ça, je souligne ça parce que j'ai vu une vidéo extrêmement choquante pour moi en 2025, là où les gens essayaient de protéger un policier lors des émeutes. Ils l'ont protégé pour essayer de... J'ai même vu une deuxième vidéo là où une autre personne, soi-disant des manifestants, ont dit qu'ils accueillent un policier dans leur salon pour pouvoir le soigner et qu'il soit en forme et tout et tout. Moi, ça m'a sidéré. Je me suis dit, mais est-ce que vous êtes vraiment sérieux dans votre revendication populaire? Pendant que ces gens, c'est les collègues de ces messieurs, tirent sur vous à boulet, à bout portant. Et parfois, même cette fois-ci, en 2025, ils ont fait plus grave. Ils ont tiré, c'était des tirs à la tête. Il faut qu'on le dise aux Camerounais. C'était tiré pour tuer, c'était même pas pour dissuader. C'était tiré pour tuer. Si on comptabilise les tirs à la tête en 2025, vous allez comprendre que la prochaine fois qu'il y aura une répression au Cameroun, on ne doit même pas une seule seconde laisser l'avantage à ces gens-là. Ces forces de l'ordre doivent être anéanties totalement. Parce que sinon, chacun va encore retourner chez lui avec ses morts. Et il n'aura que ses yeux pour pleurer. Et en attendant que son fils, ou bien les enfants de son fils, refassent la même chose et se fassent encore tuer. C'est ça que les Camerounais doivent comprendre à travers ces lectures ici-là. C'est qu'en face d'eux, on n'a pas seulement un régime sanguinaire, mais on a des policiers qui sont des individus véreux. C'est sans compter les exactions qu'ils font au jour le jour au Cameroun. Mais quand il y a des manifestations et des contestations, c'est là où ils s'adonnent à tous leurs fantasmes qu'ils voulaient assouvir depuis très longtemps. Comme on dit, ils font les casses, c'est eux-mêmes qui entrent dans les maisons, font les raptes, font le monnayage comme ils le font d'habitude dans les commissariats. Mais cette fois-ci, ils sortent des commissariats et ils ont la possibilité de sortir des commissariats pour entrer dans les maisons. Parce que les gens ont ralenti la contestation. Ils n'ont pas pu les contenir les laisser
les contenir au commissariat et les éliminer là-bas. Ils sont rentrés dans leur maison en invitant ces forces de l'ordre à entrer dans leur maison. On a vu ça encore en 2025. Dès qu'on a dit ville morte, ça a été l'occasion pour ces forces de l'ordre-là de faire le travail de rapetissage de tous les contestataires dans les maisons. Donc, si on veut réellement renverser ce système-là, il faut que les gens changent de façon de penser. Si tu sors pour une manifestation, tu constates qu'un policier tire à bout portant sur une personne, c'est une personne à éliminer physiquement. Moi, je le dis très clair. Parce que eux-mêmes aussi, quand lui, il tire à vue, il tire à la tête. Ce n'est pas pour faire bisou à quelqu'un, c'est pour éliminer la personne de la surface de la terre. Si on ne dit pas ça aux gens, qu'on n'oppose pas la violence à la compréhension, la violence oppose que la violence dans ces cas-là. Il n'y a pas de compréhension dans le sens de dire que non, ils sont quand même là pour défendre la nation. Non, ils ont toujours été là pour défendre un tyran. Et ils sont bien sélectionnés pour défendre ce tyran. Il faut que les gens comprennent ça. Qu'on fait la sélection pour ceux qui vont aller dans cette armée-là, parce qu'on connaît très bien ce qu'ils vont faire ensuite à l'intérieur. En fait, c'est ça que moi je voulais dire, parce que c'était vraiment choquant de constater que 2008 2008 est passé, les gens ont totalement oublié les exactions de ces gens-là. Et en 2026, ils étaient les premiers à les protéger lors des manifestations. Oui, oui, l'oubli est le ruse du diable. Je, Vas-y, Black Nation. je veux vous dire quelque chose, frère. Mes chers compatriotes, mes chers frères, fils des pauvres comme moi, des pauvres planteurs comme moi, fils des victimes d'hier et nous-mêmes aujourd'hui victimes. Faisons la promotion de l'opération Caillou. Tous ces hommes en tenue là, ils ont besoin toujours des hélicoptères. Ils en ont combien comme hélicoptères? Ils ont besoin des véhicules. Là, ils en ont beaucoup pour circuler, même dans une ville. Si nous prenons jour après jour l'opération Caillou, c'est bien que n'importe qui, avant que nous ne disions n'importe quoi, n'importe qui a encassé chez lui dans les grandes villes, Yaoundé, Douala, Bafoussam, puisqu'il y a 5 provinces, ceux du nord là, je ne leur fais pas moi confiance. Il faut que je dise la vérité. Mais ne serait-ce que dans les provinces contestataires, comme on a dit, n'importe qui entasse sur sa cour son tas de cailloux. Tu ne vas pas loin. Avant toute marche, avant de sortir, prenons ça, on envahit la route avec. Ne serait-ce que pour freiner la circulation des hommes en tenue. Vous allez voir qu'on les aurait beaucoup handicapés. Il ne peut pas t'arrêter, marcher avec toi à pied sur plus de 500 mètres. On te met toujours dans un véhicule. Et pour venir arrêter quelqu'un, on le met dans un véhicule. Quand on entre dans une maison pour arrêter quelqu'un, on le met dans un véhicule. Imaginez-vous qu'il y a des cailloux partout entre Tchang, Bafoussam, entre Bafoussam, Fumban. On arrête quelqu'un à Tchang. On le met dans une voiture pour l'amener à Bafoussam. Et on passe devant nos maisons, devant nos cours. S'il faut qu'ils fassent toutes ces opérations par hélicoptère, ils en ont besoin de combien d'hélicoptères pour faire toutes ces opérations?
Déjà, ces hélicoptères-là ne se posent pas n'importe où. Ça ne peut pas se poser dans les quartiers. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les autres actions, mais pour empêcher, déjà pour handicaper les hommes en tenue. Imaginez-vous que la ville de Douala est pleine de cailloux en route. Parce que la moto qui porte, celui qui porte sa moto, le premier, il commence à circuler là. C'est parce que la route est libre. Exactement. Exactement. Parce que ton conseil, ou bien l'idée que tu donnes n'est pas seulement pour les forces de l'ordre, c'est aussi pour les récalcitrants camerounais qui vont faire semblant comme si ce qui est en train de se passer ne les concerne pas. Oui. Il faut que tout le monde se sente concerné dans ce style d'action-là. Et exactement, c'est en mettant en place ce genre de plan-là où on paralyse la circulation. Et justement, quand on va paralyser la circulation, pas de véhicules militaires, ça va entraîner plus de vulnérabilité de ces gens-là sur le terrain. Ils sont obligés de se mettre en groupe, ou bien à un moment donné, s'il y a trop de manifestants, ils vont se disperser, ou bien on va réussir à les disperser. Mais s'ils ont les moyens de ravitaillement et tout là, à chaque fois, la force du nombre ne sera pas de notre côté parce qu'ils vont pouvoir trouver des stratégies pour nous contourner ou bien nous encercler. Mais quand on ravitaille, c'est-à-dire le ravitaillement, même des hommes en tenue, le ravitaillement, même des personnes civiles, ne serait-ce qu'en carburant. Il faut marcher, il faut qu'il y ait la route. Quand personne n'est ravitaillé là, c'est à notre avantage. Oui, tu veux mettre le carburant dans ta voiture, la route est bloquée. Tu veux te rendre à Konsamba partout. Et on n'a même pas beaucoup de routes, puisque eux-mêmes n'ont pas fait de route. Il n'y a même pas de moyen de contournement. Quand tu quittes Douala pour aller à Konsamba, tu n'as qu'une seule route. Une seule. Imaginez-vous que dans tout le Mongola, toute la route s'est couverte de cailloux. Pour aller à Limbe, toutes les routes s'est remplies de cailloux. Mais est-ce qu'ils vont abandonner la traque à la population pour aller d'abord balayer la route? Ils sont combien? Vraiment, si nous tous, nous parlons de l'opération Caillou, que n'importe qui entasse ces cailloux. Mais quand qu'il sort avec son arme, il trouve les cailloux en route. Quand il trouve des personnes, il tire sur les personnes qui marchent. On fuit, on entre à la maison. Mais qu'il tire sur les cailloux fuient pour entrer à la maison, on voit. Moi, j'ai toujours dit, ce qu'on a toujours fait, ça n'a pas marché. Essayons autre chose. Par exemple, l'opération Caillou. Le jour qu'on va effacer ça, le jour qu'on va essayer ça, on verra. C'est parce qu'ils ont le champ libre. Qu'est-ce qui les gêne? Qu'est-ce qui gêne les hommes en tenue d'aller faire les crimes là où ils peuvent? Si elle est sortie, rentrer au commissariat devient un problème. Rentrer à la gendarmerie devient un problème. Celui qui est à la gendarmerie sorti devient un problème. Parce que toute la route, c'est des cailloux partout. Vieille marmite, vieille jante, partout. Mais quand on dit ça,
Mais on a vu en 2025 comment ils étaient en train eux-mêmes de démanteler, ils enlevaient les cailloux en route. La mairie dans les villes ont fait ça. Ils ont enlevé les détritus, les trucs comme les grosses pierres ou bien les trucs que les gens pouvaient mettre en haut pour bloquer les pneus. Ils allaient dans les garages retirer les pneus. Parce qu'ils savent très bien que si on met une stratégie comme ça en place, ça va les mettre à mal énormément. Si on obstrue la route, ça va sérieusement les mettre à mal. Et c'est même parce qu'on n'avait pas mis assez. Si vous mettez assez, chaque famille, chaque personne dans la ville de Douala s'assure qu'il a lancé 10 cailloux en route. Ils ne pourront pas ramasser. D'abord, il va ramasser pour aller mettre où? Bruna, tu es là? Ton wifi dérange. Bon, les frères, je vais vous laisser. Mais c'était enrichissant notre lecture et notre débat. Je vous souhaite bonne continuation. Merci, Ibrahim. C'était une petite pause, on va continuer. Bilan humain non exhaustif des violences de février 2008. Le bilan officiel des violences de février 2008 est de 40 morts, dont un policier. Je vais vous montrer le tableau plus tard. Le nombre de blessés n'est pas connu, mais selon les autorités, il existe de nombreux cas de blessés chez les civils et au sein des forces de maintien de l'ordre. Ce bilan a été dressé au cours d'une conférence de presse du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, M. Marafa Amidou Yaya, le lundi 10 mars 2008 à Yaoundé. Ce bilan officiel des incidents déjà lourds semble toutefois bien en deçà de la réalité. Malgré la difficile vérification de certains incidents et allégations de violence ayant entraîné la mort, au moins 139 personnes ont perdu la vie durant ces événements, principalement à Douala. 54 noms de victimes ont été à ce jour recensés par l'Observatoire national des droits de l'homme. Je vous montre le tableau avant que nous continuions. Ici, le nombre de morts, le tableau nous montre la ville, le nombre de morts selon l'Observatoire national des droits de l'homme et le nombre de morts selon les autorités. Nous pourrons faire des comparatifs rapides. À Douala, nous avons ici plus de 100 morts, mais les autorités sont à 26, donc le chiffre a été divisé par 4. À Douala, à Yaoundé, non, il n'y a pas de mort, mais pourtant, les autorités parlent de 2 policiers. 2 morts, dont un policier. À Banga, Bafan, Boya, Djombe, Penja et autres, nous voyons 2 morts. Et les autorités disent 1 mort, 0 mort, 1 mort. À Loum, nous avons 7 morts. Vous vous rappelez de l'incident qui s'est passé où 6 jeunes ont été tués. Mais les autorités parlent de 2. À Bamenda, 6 morts. Et nous avons 4 morts selon les autorités. Donc voilà le récapitulatif. Et le total nous donne 139 selon l'Observatoire national des droits de l'homme et pour les autorités 40. Bona, je n'ai pas suivi pour la ville de Chang. Ça a été comptabilisé. La ville de Chang, 1 mort. Pourtant, les autorités signalent aussi 1 mort.
La ville de Bafoussam, 4 morts, mais les autorités disent un seul mort. Donc, le tableau est là. Chacun peut regarder. Ok, continuons. Cependant, aucun chiffre exact ne peut être donné. Il est en effet très difficile d'arriver à un bilan précis des morts pour plusieurs raisons. 2 points. Beaucoup de victimes n'ont pas été transportées à l'hôpital ou à la morgue, mais ont été rapidement inhumées par leur famille selon la tradition qui veut que la victime soit enterrée dans son village d'origine. Des consignes semblent avoir été rapidement données aux directeurs des centres hospitaliers afin de couvrir les crimes commis par les forces de sécurité et dissimuler les preuves. Ainsi, le personnel hospitalier et le personnel mortuaire n'ont que très rarement fourni de documents de décès, certificats de jarre de mort aux familles des victimes. L'hôpital Lakentini de Douala n'a par exemple décerné aucun papier de jarre de mort ou de certificat de décès spécifiant que les victimes ont été tuées par balle. Dans plusieurs cas, des professionnels de la santé ont même tenté de donner aux familles de victimes tuées par balle des documents erronés présentant les causes de décès comme étant dues à de simples traumatismes. Les balles retirées des corps des victimes ont disparu. De nombreuses familles ne parlent pas de peur des représailles en cas de témoignage. Des parents ont pu récupérer les corps de leurs enfants après avoir promis de garder le silence. Des conseils de diverses autorités ont été prodigués aux familles pour éviter qu'elles ne parlent trop. Aujourd'hui encore, des victimes gravement blessées pendant la grève continuent à succomber à leurs blessures. Bilan matériel des violences de février 2008. Dans les villes touchées par les manifestations et les émeutes, des actes de pillage, de vandalisme et de destruction par incendie de biens publics et de biens privés ont été perpétrés en grand nombre par des civils. Certains ont été spontanés, d'autres ont été conduits de manière plus ciblée dans le but de punir les autorités camerounaises, entre parenthèses, symboles de l'État visé, les entreprises appartenant à des proches du régime, mais également les intérêts des entreprises françaises, kiosques PMUC, boutiques Orange, stations-service Total. De nombreux Camerounais considèrent en effet que la France est en partie responsable de leur misère du fait de son soutien continu et irréprochable au président Paul Biya. Atteinte aux biens publics. Selon les sources gouvernementales, 44 édifices publics ou bâtiments abritant des services publics ont été saccagés ou vandalisés, notamment par le feu. Douala, sous-préfecture de Douala 5e, mairie de Douala 5e, centre divisionnaire des impôts numéro 13. Kumba, commissariat de sécurité publique de Kumba 1er, commissariat spécial de la Mémé, centre départemental des finances, recettes des finances, délégation départementale de l'éducation de base, du développement urbain et de l'habitat, des domaines et des affaires foncières de la Mémé. Yaoundé, centre de l'insertion des jeunes de Komkana. Kekem, sous-préfecture. Santa, sous-préfecture, brigade de gendarmerie territoriale. Konsamba, mairie de Konsamba 2e. Bamenda, mairie de Bamenda 2e, centre divisionnaire des impôts. Mbanga, centre divisionnaire des impôts. Kumbo, centre divisionnaire des impôts, délégation provinciale du ministère de la promotion de la femme et de la famille du Nord-Ouest, délégation départementale de l'éducation de base, des travaux publics, du commerce, des transports et de la communication du département du Mboui.
Les voiries urbaines et leurs accessoires tels que les équipements d'éclairage public ont été fortement dégradés dans ces mêmes villes, de même que les représentations des concessionnaires des services d'eau SINEC et d'électricité AES Sonel qui ont été mis à sac ou incendiés. Des établissements scolaires ont aussi été la cible de pillages et de destructions. Lycée de Bafang rural dans le Honkam, Sétique de Kekem, École catholique de Medjo dans la Menois. De nombreux véhicules publics ou appartenant à titre privé à des fonctionnaires ont été incendiés ou sérieusement endommagés. Atteinte aux biens privés. Les opérateurs économiques privés ont également subi de lourdes pertes qui, selon les autorités camerounaises, se chiffrent en dizaines de milliards de francs CFA, soit plusieurs millions d'euros. 33 stations-service ont été entièrement ou partiellement détruites. Plusieurs dépôts des sociétés brassicoles ont été pillés. Il en est de même de l'incendie ou du pillage des sièges sociaux de certaines entreprises, des officines pharmaceutiques, des kiosques du PMUC ou encore la destruction d'exploitations agro-industrielles. En outre, plusieurs véhicules privés ont été vandalisés ou incendiés. À Douala, par exemple, la SIDEM, dont la rumeur dit qu'elle appartiendrait au fils aîné de Paul Biya, a été saccagée. Plusieurs véhicules y ont été incendiés. Le 27 février, l'usine de ciment Simencam a été attaquée à Bonaberi. Fin de la chapitre sur les manifestations et la chronologie. Nous allons continuer maintenant sur le chapitre Nature des allégations de violence des droits de l'homme. L'analyse d'un certain nombre de cas d'atteinte aux droits de l'homme recensés par les associations membres de l'Observatoire national des droits de l'homme a permis de dégager des phénomènes récurrents sur les méthodes employées par les autorités pour réprimer les mouvements de foule. Il est clair que le lourd bilan en perte de vies humaines a été principalement causé par l'usage excessif ou illégitime de la force par les forces de l'ordre et, dans quelques cas, par des exécutions sommaires. Ces cas d'exécution de personnes qui ne menaçaient pas les forces de sécurité sont particulièrement préoccupants. Usage excessif de la force et atteinte à la vie de manifestants non armés. Les autorités camerounaises ont la responsabilité de maintenir l'ordre public dans le pays et de protéger l'ensemble de sa population. Ce rapport d'enquête ne met donc nullement en cause la nécessité d'une intervention de la police en réaction aux infractions commises dans le cadre des manifestations de février 2008 qui ont tourné en émeute. Toutefois, les témoignages recueillis ont permis d'établir de manière claire que les forces de l'ordre ont fait un usage excessif de la force au cours de l'exécution de leurs opérations de maintien de l'ordre en violation du droit camerounais et des normes internationales applicables en cette matière. Législation nationale et normes internationales relatives au recours à la force létale. Conformément aux dispositions pertinentes du droit camerounais, l'utilisation de la force par les autorités responsables de l'application de la loi est strictement réglementée. Les policiers ne sont autorisés à recourir à la force qu'en cas d'absolue nécessité et de manière proportionnelle. Avant d'utiliser une arme à feu, un avertissement préalable doit être donné. Les principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes
à feu par les responsables de l'application des lois 1990 donne d'importantes indications limitant le recours à la force dans les circonstances de troubles civils. Bien que ces principes ne soient pas contraignants sur le plan juridique, ils reflètent un niveau élevé de consensus par la communauté internationale au sujet des normes de conduite appropriées par les représentants de l'État dans un tel contexte. Le principe numéro 5 établit que toutes les fois où l'usage légitime de la force ou des armes à feu est inévitable, les responsables de l'application des lois a en useront avec modération et leur action sera proportionnelle à la gravité de l'infraction et à l'objectif légitime à atteindre. Petit b, s'efforceront de ne causer que le minimum de dommages et d'atteinte à l'intégrité physique et de respect et de préserver la vie humaine. C, veilleront à ce qu'une assistance et des secours médicaux soient fournis aussi rapidement que possible à toute personne blessée ou autrement affectée. D, veilleront à ce que la famille ou des proches de la personne blessée ou autrement affectée soient avertis le plus rapidement possible. Enfin, tout usage arbitraire ou abusif de force mortelle par les responsables de l'application des lois doit être puni en tant qu'infraction pénale. Un recours abusif à la force létale. Afin de contrôler les manifestants et affronter les émeutiers, les autorités ont rapidement décidé d'appeler l'armée ainsi que des unités de force spéciales, entre parenthèses GSO, GPIGN, BTAP, en soutien de la police et de leur confier en partie la conduite des opérations de maintien de l'ordre. Le groupement spécial d'opération GSO, unité antiterroriste basée à Yaoundé, s'est ainsi déployé à Douala dès le 25 février 2008. Le choix de recourir à des bataillons militaires a eu des conséquences très néfastes sur l'utilisation excessive des armes à feu. La plupart des bataillons déployés sur le terrain avaient bénéficié d'entraînement et de formation essentiellement militaires et non de formation en matière de techniques de police anti-émeute. Utilisation d'armes létales. Les autorités... Donc, ça veut dire, en fait, ça veut dire que, justement, ils ont utilisé des forces qui n'étaient pas adéquates pour la manifestation. Il faut d'abord comprendre ça. En utilisant l'armée et les forces antiterroristes, ils utilisent des forces qui ne sont pas adéquates. Ou bien ils utilisent une réponse qui est trop excessive par rapport à la force en face. Parce que les émeutiers, ce ne sont pas des belligérants, ni des insurgés, ni des rebelles. Moi, je voulais directement revenir sur ce que j'ai dit tantôt en parlant de ce qui s'est passé en 2025 et que ces gens-là devaient être éliminés. Ça va choquer certaines personnes de le dire, de parler d'élimination physique d'un homme, mais face à ce style de réponse autocratique excessive, là où on utilise réellement des personnes entraînées pour la force létale contre des personnes qui sont à mal de revendication et qui sont juste là pour exprimer, je dis bien exprimer leur ras-le-bol. Est-ce que le principe de légitime défense qui est édicté par la loi camerounaise ne permet pas à un émeutier lui aussi d'ôter la vie à un policier ou bien à ces forces létales, là, sachant que ces forces létales ont commencé en premier à ôter la vie aux émeutiers? Ça, c'est un débat qu'il faut qu'on pose sur la table au Cameroun. Parce que beaucoup de personnes vont se dire, ah, comment tu peux dire qu'on élimine quelqu'un? Mais on a vu en 2025 l'usage excessif de la force par le fait que les snipers tiraient sur la tête. Moi, c'est quelque chose que j'ai noté.
en 2025. La plupart des blessures par balle étaient à la tête. Donc, c'était effectivement des forces extrêmement létales qui étaient sur le terrain. Mais la réponse des émeutiers en face m'a choqué. Moi, je dois vous dire ça. Parce qu'ils n'ont rien compris du principe de réciprocité ou de légitime défense que le professeur lui-même a dit pendant de nombreuses années sur les chaînes de télé. Mais moi, je pense que eux, vraiment, on doit refaire l'éducation sociale des Camerounais. De l'Ouest sont plus ou moins dans le Mali ou la Guinée ou tout ce qui va avec, les Congo au niveau de l'Afrique, Ah, dans les deux Congo et l'Angola, et de l'autre côté de l'Afrique de l'Est, contre le Kenya. C'est ça que je voulais dire, hein. Bona, tu peux continuer. Ben, je crois qu'il y a différents qui a son numéro, son téléphone, non, son micro ouvert. C'est ça qui fait le bruit en fond. ah, différent, tu veux dire quelque chose? Je veux qu'on puisse un peu aller au-delà de la thématique France. Non, il est en train de suivre plutôt autre chose. Bon, il faudrait peut-être le muter. Ah, il faut que quelqu'un le ferme son micro. On a tous avancé. J'aime prendre l'exemple de la Chine. Pourquoi? Parce que Consamba, Sabine, s'il vous plaît, aidez-nous un peu pour qu'on avance. les camps étaient décidés avec les dirigeants, on va aller de l'avant. Hier, j'ai suivi un documentaire, je crois que c'est le deuxième président de la Chine après 1949 qui a dit d'ici 2025, Différent, ton micro, s'il te plaît. Différent, ton micro. Peut-être il n'est même pas à côté. les bateaux chinois. Bon, Bona, tu peux continuer. Ok. Utilisation d'armes létales. Les autorités responsables de l'application des lois ont utilisé des camions lance-eau, du gaz lacrymogène, des grenades assourdissantes et disposaient pour certains de matraques et de boucliers. Elles ont également utilisé des armes à feu de manière répétée et inappropriée, conduisant ainsi à des violations graves des droits de l'homme. Des douilles ont été récupérées dans différentes villes et à différents moments. Les forces de l'ordre ont utilisé principalement des AK-47. Cette arme est inadaptée pour conduire des opérations de maintien de l'ordre contre des personnes qui ne détiennent pas d'armes à feu. AK-47, ce n'est pas une arme de précision. C'est pas une arme de précision. Mais ces gens-là sont malades. Vas-y, continue, Bona. Il s'agit d'une arme de guerre, d'une puissance de feu importante, 450 coups par minute et d'une portée de 300 mètres. Des témoignages font également état de l'utilisation de pistolets. De manière encore plus préoccupante, des témoignages font état de l'utilisation de mitrailleuses légères positionnées sur des pick-up au cours des opérations de maintien de l'ordre, notamment à Bonabéry et à Kumba. Ces armes dont la cadence de tir peut atteindre les 600 coups par minute et dont la portée peut avoisiner les 450 mètres sont conçues et normalement utilisées dans des opérations de guerre. Les mitrailleuses légères sont totalement inappropriées dans des opérations visant à procéder à l'arrestation de personnes en infraction non détentrices d'armes à feu. L'usage des AK-47 pourrait s'expliquer par le fait que ces armes constituent l'équipement standard des militaires. L'usage des armes à feu pourrait également s'expliquer dans certains cas par la panique des forces de l'ordre face à une foule nombreuse et indisciplinée. Cependant, dans la plupart des cas recensés, la manière dont ces armes ont été à de nombreuses reprises et en différents endroits utilisées à l'encontre
de civils qui n'avaient pas d'armes à feu constitue une violation manifeste des principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois. À plusieurs reprises, des armes militaires ont en effet été utilisées par les forces de sécurité dans les centres-villes ainsi que dans les quartiers résidentiels à forte densité de population où aucun objectif ne pouvait justifier les moyens ou le degré de la force utilisée et où aucune considération n'a été accordée à la sécurité de la population civile. Des forces de sécurité ont ainsi ouvert le feu de manière indiscriminée et sans sommation préalable à hauteur d'homme ou en ciblant les organes vitaux des contrevenants, entre parenthèses tête et abdomen. Tu vois ce que je te disais, non? Tu vois exactement ce que je te disais que j'ai observé en 2025. La plupart des tirs étaient à la tête et à l'abdomen. Donc, c'était tiré pour tuer. C'était pas tiré pour immobiliser et ensuite venir arrêter ou bien pour juste immobiliser, mais tirer à vue pour éliminer. Et en face quand une personne oppose une telle action, je me demande bien comment doit être la réaction des émeutiers en face. Qu'est-ce qu'il doit réellement faire? Ça, c'est une question vraiment à poser. Prochain titre. Exemple d'utilisation excessive d'armes létales. 25 février 2008. Ici, on va prendre quelques exemples et on va relater à différents endroits. 25 février 2008, Douala. Mort par balle de Monsieur Étienne Dibaben. Les événements ont dégénéré au carrefour du feu rouge Bessenguet, lorsque 6 gendarmes dans une camionnette ont commencé à lancer des gaz lacrymogènes sur la foule nombreuse qui brûlait des pneus. Une femme gendarme a alors été désarmée par les manifestants puis brièvement séquestrée. Les renforts des forces de l'ordre sont arrivés en nombre. 2 camions et un camion lance-eau et ont tiré à balles réelles sur la foule, bien que les manifestants avaient les mains en l'air et avaient déjà relâché la gendarme sans qu'elle ait été violentée. Vers 10 heures, M. Étienne Dibaben, qui parlait avec plusieurs de ses voisins à l'entrée de sa demeure, a reçu une balle perdue en pleine tête. Il est mort sur le coup. Il avait 5 enfants. « 27 février 2008, Douala. Bona, que les émeutiers continuent toujours à arrêter les policiers, les molester, les relâchent. On verra bien. Vas-y, quoi. Refuse d'appliquer la loi de la réciprocité. 27 février 2008, Douala. Massacre sur le pont du Vaury. Dans la matinée du mercredi 27 février 2008, des milliers de jeunes venant de divers quartiers de Bonabéry et portant des pancartes avec des messages de paix entreprennent une marche pacifique pour aller rencontrer le gouverneur de la province du Littoral et lui faire part de leurs doléances. 2 points. Les violences dont les jeunes ont été victimes les 2 jours précédents, la vie chère, le chômage, etc. Au niveau du cimetière, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4e vient à la rencontre des manifestants et tente de les convaincre de ne pas se rendre au quartier administratif Bonanjo. Il propose de recevoir leurs doléances et de les transmettre au gouverneur. Face au refus des jeunes,
le sous-préfet se propose d'accompagner les jeunes jusque chez le gouverneur. Il se met devant la marche pacifique avec son véhicule de service. Juste à l'entrée du pont du Vouri, côté Bonabéry, le sous-préfet gare son véhicule et laisse passer la marche sur le pont. Au moment où les jeunes commencent à traverser le pont du Vouri, les forces de l'ordre se déploient avec des véhicules, notamment des camions lance-eau, de part et d'autre du pont et bloquent les jeunes sur ce axe. Des gaz lacrymogènes sont lancés sur la foule. Un hélicoptère en fait de même. Certains éléments des forces de l'ordre tirent à balles réelles. La panique gagne immédiatement la foule. Les jeunes qui sont en tête de la manifestation tentent de s'enfuir en direction de la base Razel. Ils sont arrêtés par les forces de l'ordre. Au milieu du cortège, de nombreux jeunes se jettent à l'eau pour éviter les gaz, les balles et les piétinements. Plusieurs ne savent pas nager et se noient. D'autres sont interpellés par les forces de l'ordre sur les rives. Les jeunes arrêtés sont déshabillés puis allongés tête contre terre. S'ensuivent des bastonnades et d'autres mauvais traitements. Les soldats leur marchent dessus et les frappent avec les pieds et divers instruments. Crosses, matraques, machettes, branches d'eucalyptus. Après plusieurs heures de violence, les jeunes sont embarqués dans les camions de la police, de la gendarmerie et de l'armée vers divers centres de détention. Base navale, GMI, Légion de gendarmerie, division provinciale de la police judiciaire, le commissariat central numéro 1 de la ville de Douala, l'escadron de gendarmerie de Mbopi, etc. Jusqu'à tard dans la nuit, les jeunes sont soumis à des épreuves physiques et morales éprouvantes et régulièrement frappés. Certains parents réussissent à faire libérer leurs enfants en payant des éléments des forces de l'ordre. La répression sur le pont du Vouri a fait de nombreuses victimes. Il est toutefois difficile de chiffrer les pertes humaines. Des témoins ont parlé de plus de 25 corps retrouvés en amont et en aval par des pêcheurs, lesquels pêcheurs se sont vus interdire toute déclaration à ce sujet par les autorités administratives. « 27 février 2008, Douala. Mort par balle de Janten Ganchou et de Nono Laplage. Après le discours du président Paul Biya, Janten Ganchou, élève en classe de première F dans un lycée, est sorti dans le quartier résidentiel de Ndorpassi 3, situé à 1,5 km de la route goudronnée Yaoundé-Douala, afin de s'enquérir de la situation avec d'autres jeunes. Il a croisé en pleine nuit un détachement d'une quinzaine de militaires et d'éléments du GSO qui patrouillaient dans le secteur. Les forces de l'ordre ont tiré sans discernement à hauteur d'homme sur la foule à plusieurs reprises et ont pourchassé plusieurs individus. Janten Ganchou ainsi qu'un autre jeune, Nono Laplage, ont été touchés par balle en essayant de fuir les tirs. Ils sont morts sur le coup. Les militaires ont quitté les lieux et ne sont plus revenus. Petite note avant de continuer, les récits recueillis dans plusieurs villes, notamment à Kumba, font enfin état de civils qui ont été délibérément visés, sans aucune raison apparente, par des forces de l'ordre situées dans certains cas à une distance éloignée de leur cible. Cette petite note ici là parle des snipers. Exécution arbitraire.
Des allégations faisant état de dizaines d'exécutions arbitraires ont été reçues par l'Observatoire. Ces allégations ont été suffisamment corroborées par des témoins fiables pour être relatées dans ce rapport. Certains manifestants ont été délibérément ciblés par les forces de l'ordre et exécutés à bout portant à la tête ou au niveau de l'abdomen, alors que ces personnes auraient pu être arrêtées. D'autres ont été exécutés à bout portant alors qu'il n'y avait aucune émeute ni mouvement de foule à proximité. Dans les deux cas, il semblerait qu'il s'agisse d'exécutions sommaires destinées à punir la population. Entre parenthèses, après la séquestration des forces de l'ordre par des manifestants, après le pillage ou la destruction d'édifices publics ou privés. Voilà. Tu as compris maintenant, non, Bouna, ce que j'expliquais tantôt. Tu comprends ça à travers la lecture, non? Oui. Vraiment, c'est terrible. Ou à punir des individus qui ont, par le passé, sali l'image du Cameroun et de ses élites politiques. Je reprends cette phrase. I read it again carefully. D'autres ont été exécutés à bout portant alors qu'il n'y avait aucune émeute ni mouvement de foule à proximité. Dans les deux cas, il semblerait qu'il s'agisse d'exécutions sommaires destinées à punir la population ou à punir des individus qui ont, par le passé, sali l'image du Cameroun et de ses élites politiques. Selon plusieurs témoignages de défenseurs des droits de l'homme, il existerait une liste de personnes à abattre en période de trouble. Voilà. Tu comprends? Tu comprends maintenant pourquoi il est dangereux de créer des mouvements de foule et ensuite de les disperser. Ça, c'est un Comme très c'était le gros cas en prétexte. 2025. Oui, comme ça a été le cas en 2025. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que très peu de personnes ont compris ce qui se passait avec la tactique des villes mortes. Les soi-disant villes mortes, là. Ça n'avait pas seulement un but pour démobiliser l'action populaire, mais le but principal, c'était justement ça. De ensuite cibler et enlever de la population les contestataires qu'on avait ciblés bien avant qu'il y ait la contestation. Donc, on prévoit la contestation et on la met en place. Mais au préalable, les objectifs sont déjà collés sur les murs de ces différents services-là. Il y a les noms et les photos des gens qui sont susceptibles d'être éliminés pendant et après les manifestations. Peu importe qu'ils aient participé ou pas. Il faut que les Camerounais sachent ça. Que à partir du moment que tu as écrit un truc sur Facebook pour dire que non, c'est ce que je suis là, c'est telle situation, je ne veux plus ça au Cameroun, tel truc, ton nom est collé et ta photo est affichée dans un lieu de service au Cameroun. Et quand il y a des mouvements comme ça, si par malchance pour toi tu es à l'intérieur, tu seras le premier abattu. Ou peut-être même le seul à être abattu. Et si par malchance ces gens-là, tu n'es pas dans la foule et que les gens se dispersent, c'est vous là, c'est toi là qu'on va venir chercher. Pas parce que tu as participé, mais parce que tu es ciblé depuis le départ. Il faudrait que les Camerounais comprennent dans quel contexte ils vivent au Cameroun. Ce n'est pas un contexte là où ils doivent s'épanouir. C'est un contexte, ils sont en constant danger. Mais quand tu vas leur expliquer ça, ils vont te dire que les villes mortes en 93 avec un sens, c'est pour ça qu'il a fait les villes mortes en 2025. Alors que c'était une entreprise macabre. Donc, c'est pourquoi je déteste ce monsieur au plus haut point. Parce que la manœuvre qu'il a faite était extrêmement macabre, extrêmement sanglante. Donc, il a livré les Camerounais. Il a livré littéralement les Camerounais durant cette période. Il est le premier à avoir donné le mot d'ordre de ville morte. Et il savait très bien pourquoi il donnait ce mot d'ordre et ce qui allait se passer. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas dire ça aux Camerounais parce qu'ils sont dans le fanatisme et dans l'imbécilité totale. Et pour la plupart même, c'est les traîtres, c'est le comportement des traîtres qu'ils ont. Parce qu'ils ne veulent plus continuer dans le combat, ils vont vers la facilité. Oui. Progressons.
Pour comprendre, cas d'exécution arbitraire. Maintenant, on a quelques exemples. Le mercredi 27 février, à Loum, Aya Patrick Lionel, 11 ans, a été tué par balle devant le domicile familial. Il était le fils de Kameni de Vinci, Joe la conscience, entre parenthèses, un artiste engagé contre la modification de la Constitution. L'atelier de menuiserie de son oncle a également été mis à sac par les forces de l'ordre. Ouais. Ça, c'est le moment où tu détestes avoir raison, Bouna. C'est le Exactement. moment où tu détestes avoir raison. Voilà ce que je disais tantôt, non? Il y a des objectifs ciblés dans tous ces lieux de service-là, avec les noms et photos. Ils font ça chaque année, à chaque remous dans la société. Ils répertorient tous ces gens-là. Et si toi, tu te dis que tu vas échapper à ça, sache que si ta personne est à l'intérieur, tu es en train de le combattre, c'est sur toi que ces représailles vont arriver. Si tu ne l'aides pas dans ce combat-ci là, c'est sur toi que les représailles vont arriver. C'est comme Kolo dit, si tu ne partages pas le combat, tu vas partager obligatoirement la défaite. Obligatoirement, tu vas la partager. D'une manière ou d'une autre, tu vas la partager. Voilà le fils de ce monsieur activiste-là, qui n'avait rien à voir dans la situation, mais il a quand même été atteint. Et ça sera le cas de tout le monde là qui, de près ou de loin, a déjà été associé à de l'activisme ou bien à de l'opposition de partis politiques au Cameroun. Qui ne pensent pas que le fait de rester chez eux pour les émeutes qui sont en train de se passer là, ça les couvre. Parce que ce qu'ils ont fait par le passé, qu'ils sachent que le régime n'a pas oublié et c'est sur ça qu'ils vont être jugés. Parce que c'est très facile aujourd'hui de dire, ah, moi j'ai combattu après, j'ai trop combattu, j'étais fatigué, ou bien j'ai eu une remise en question, j'ai vu que non, les autres doivent continuer le combat. Moi, je suis déjà arrivé à un certain niveau. Sache que le régime ne t'a pas oublié. Voilà les Anissé et Kane. Le régime ne les a pas oubliés.